TF1. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Je m'appelle Abdoussal et voici l'épisode numéro 43 du Bulletin F1. Avant de commencer, on voudrait tout d'abord souhaiter un prompt rétablissement à l'ex-pilote de Formule 1 Alex Zanardi, qui a été victime d'un violent accident de route la semaine dernière alors qu'il était en train de faire du vélo. Là, pour l'instant, il est dans un coma artificiel, puis aux dernières nouvelles, l'hôpital ne donnera que des nouvelles seulement si l'état change. Donc, au nom du Bulletin F1, nous voulons en fait souhaiter un prompt rétablissement à Alex Zanardi parce que c'est un symbole de persévérance étant donné tous les travers qu'il a dû affronter, des gros accidents, une amputation des deux jambes après un accident en 2001 en kart en Allemagne, mais il a toujours transformé ces tragédies en opportunités. Et c'est pas pour rien aussi qu'il est champion olympique, qu'il a gagné des marathons aussi. Alors, s'il peut gagner ce combat, si on peut dire, pour essayer de rester en vie, ce serait un autre miracle. Et comme on dit, jamais 203. Alors, on souhaite le meilleur rétablissement possible à Alex Zanardi. Alors, au menu cette semaine, comme on s'approche très tranquillement du début de la saison de Formule 1 2.0, si on peut dire, on va regarder un peu ce que cette pandémie de coronavirus COVID-19 va apporter à la Formule 1 en 2020. Seulement en 2020, parce que pour les prochaines années, seul l'avenir nous le dira, mais on va se concentrer seulement sur à partir du 3 juillet, qui va être qui est la date des premières séances d'essais libres. Et j'ai quelqu'un avec moi que vous n'avez peut-être pas entendu depuis des semaines. C'est la voix sexy de Brian Ouimet. Salut Brian. Allô Abdou, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Mais évidemment, Brian a été très occupé, évidemment, donc non seulement avec les études, mais aussi avec le travail aussi, un travail très essentiel même. Puis, comme j'ai dit dans la dernière balado, on te félicite puis on te remercie pour tout le travail que tu fais, les paramédics et toi, dans ces situations très, très difficiles. Mm-hmm. Merci. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, on est prêts? Mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs. C'est un départ. Ça me faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, ça. Mm-hmm. Alors, il ne reste plus que quelques jours avant le début de la saison de Formule 1. Oui, c'est rare qu'on dise ça au mois de juillet, mais évidemment, compte tenu de la situation de la pandémie de coronavirus, le début de la saison a été repoussé en plein été et ce sera en Autriche et non en Australie que la saison va débuter, donc du 3 au 5 juillet au Red Bull Ring de Spielberg en Autriche, avec même un programme double sur le même circuit les 5 et 12 juillet respectivement. Mais évidemment, un début de la saison ne peut pas commencer dans les conditions telles qu'on connaissait, par exemple, lors du dernier Grand Prix qui avait lieu le 1er décembre dernier à Abu Dhabi. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, évidemment, avec l'introduction d'un protocole sanitaire dans lequel je vais vous donner les points importants, en fait. Donc, il y a eu évidemment des modifications au règlement sportif. Donc,
le premier des trucs, c'est qu'il y aura une capacité des commissaires à opérer à distance dans des circonstances exceptionnelles si les conditions l'exigent. Il va y avoir un ajustement des périodes de couvre-feu d'équipe en raison des conditions de travail liées à la distanciation sociale. Il y a une modification du règlement pour l'attribution des pneus afin de donner une plus grande flexibilité opérationnelle à la FIA et à Pirelli. C'est-à-dire, par exemple, vous avez 8 pneus tendres, puis je pense 3 médiums et 3 durs. On va introduire des limites pour le nombre de personnel par équipe sur la grille de départ. Les procédures de départ ont été reprises. Et évidemment, un des points les plus importants qui va être très, très visible aussi, ce sont les protocoles de cérémonie de podium. Donc, ne vous attendez pas à voir les pilotes sur le podium dès le 5 juillet. Ça n'arrivera pas, et ce pour les 8 courses qui aura lieu. Les 8 courses confirmées, en fait, dans ce calendrier chamboulé. Alors, Brian, justement, on parle du podium, justement. Là, on sait qu'il y aura, comme on voit en qualification, les trois premiers vont se retrouver sur la grille, en fait, une collée après l'autre. Pas une collée après l'autre, mais une séparée de l'autre, en fait, selon les distanciations. Puis, on va remettre le podium selon toutes les mesures requises. Est-ce que tu penses que ça va changer, disons, la manière de voir la Formule, de regarder la Formule 1? C'est certain que si on regarde d'un côté, là, la F1 a toujours apporté ça a toujours été un grand mouvement dans chaque pays qui sont amenés. On prend exemple juste le Grand Prix du Canada, c'est une tradition, derrière la course, il y a une vie qui se joue en arrière de ça. Il y a une vie publique, festivalière, une ambiance assez hors du commun. Si je prends par exemple sur Crescent Street à Montréal ou dans d'autres toute la fin de semaine du Grand Prix, c'est des grosses festivités. Puis là, on arrive avec un virus comme ça qui vient tout chambouler, non seulement, oui, tout ce qui est direction opérationnelle au niveau de la FIA et de la F1, mais aussi derrière ça va affecter tellement de personnes qui étaient fans de Formule 1, qui étaient fans des soirées liées à la course automobile, le tourisme, les affaires comme ça. Donc, je vois ça comme une certaine nuance. T'sais. Oui, c'est bien que pour certains qu'il y ait moins de personnes dans les paddocks, oui, ou dans les estrades, dans les gradins, tout pour regarder la course. Il y a des règles qui ont été employées pour respecter la distanciation sociale, tout ça. Puis que la course ait toujours lieu, c'est quand même une bonne chose. Mais d'un autre côté, ça va affecter beaucoup de monde au niveau économique, ça va affecter beaucoup de personnes aussi au niveau social, parce que justement, les sorties vont être limitées, les festivités vont être limitées aussi. Donc, je vois ça dans deux sphères carrément différentes, dans un plus et un moins. Donc, j'ai pas vraiment de... Oui, ça l'affecte beaucoup de monde. Oui, ça l'affecte beaucoup ça engendre beaucoup d'organisations. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est pas mal nuancé des deux côtés. Donc, je vois pas comme quelque chose de bien, comme je vois pas quelque chose de mal dans tout ça. Moi, je vois quelque chose de bien au moins parce que ça va donner... Bon, c'est sûr que là, il faut le préciser aussi, c'est quand même quelque chose de très important. Les 8 courses seront disputées à huis clos, donc il n'y aura pas de fans. Peut-être, bon, si la situation change, mais là, pour l'instant, on voit qu'il y a une certaine recrudescence de cas de COVID-19 dans plusieurs pays. Mais là, chose certaine, c'est que des fans dans les paddocks ou même dans les gradins, on oublie ça, ce ne sera pas le cas. Donc, c'est sûr, ça va... Pardon. Le fait de regarder la course, ça va être très différent de ne pas avoir de fans. C'est ce qu'on a expérimenté, entre autres avec le NASCAR et l'IndyCar où les premières courses étaient disputées à huis clos, puis
moi, personnellement, j'ai pas vu de grande différence. Comme, par exemple, comme on le voit au soccer, par exemple, où, justement, les matchs sont à huis clos, mais les fans ont une importance capitale dans l'issue du match. Donc, c'est sûr que la Formule 1 va s'adapter. C'est sûr que quand tu regardes un événement sportif, ton point principal, c'est l'action. Puis c'est ce qu'il y a en Formule 1. Les fans, oui, tu les vois, ils sont filmés, mais ça coupe l'action. Parce que c'est par exemple, pour le Grand Prix du Canada, ce sont 70 tours, mais s'il y a quelque chose qui coupe, ben, ça va grandement affecter la réalisation, la production aussi, toute la narration en direct. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de fans, pour moi, c'est pas quelque chose qui va changer. Puis ils veulent même, je pense, introduire un système de excusez. Ils veulent même introduire un système de fan cam et tout, mais pour moi, c'est très futile. Donc, c'est pas aussi efficace, puis aussi c'est pas une même expérience pour tous, tu sais. Ouais. Non, c'est ça, c'est pas la même expérience. C'est sûr que, par exemple, tu regardes, ce qui va changer, entre autres, où on va avoir une grosse différence, c'est à Monza. Parce que, comme ceux qui regardent le Grand Prix d'Italie après la course, là, il y en a beaucoup qui restent pour les célébrations parce que c'est tellement beau à voir, là, des milliers de tifosi qui sont amassés sur la grille de départ, en dessous du podium qui est perché au-dessus de la ligne de départ. Ça, c'est magnifique à voir, mais on s'entend que ça va complètement changer. Donc, d'après moi, c'est juste une question de temps, c'est juste temporaire, si on peut le dire, parce qu'évidemment, il faut pas être bête non plus, puis dire ça va être plate. Il y a une question de sécurité aussi, de sécurité sanitaire. Donc si jamais il y a quelque chose, des cas, des gens qui arrivent et qui ont des cas positifs, là ça vient foutre le bordel solide. Ouais. Donc, c'est ça. Et puis, de toute façon, comme je dis, des courses avec ou sans fans, c'est pas... Pour moi, c'est pas tant la fin du monde, là. Ça va peut-être nous permettre d'apprécier un peu plus l'action en piste que, par exemple, avoir des captures de personnes jet set qui fake leur intérêt sur de la Formule 1, en fait, là. Donc... un fan de plus, c'est toujours mieux qu'un fan de moins, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Au moins, c'est ça. Donc, tu vois, ça c'est un changement. L'autre aussi qui pourrait affecter aussi, c'est la limite de personnel sur la grille de départ, évidemment. Par exemple, on dit qu'il y aura beaucoup moins. On parle peut-être même d'une limite de 80. Puis, lors du déverminage de la Racing Point à Silverstone, il y a Andrew Green, le directeur technique de l'écurie, qui a dit que ça pourrait prendre un peu plus de temps pour changer un moteur comparé à ce qui est fait d'habitude, parce que justement, avec tout ce travail de réparation combiné à la distanciation sociale, ça va être énormément compliqué. Donc, si jamais il y a un problème, ça va être... Si par exemple, il y a un problème lors des essais ou des qualifications, surtout ou entre les essais et la qualif le samedi, ça va être énormément compliqué, n'est-ce pas? Surtout que là, on parle de diminution de staff. C'est certain qu'il va y avoir un effet négatif sur l'efficacité des équipes, l'efficacité au niveau des écuries. Comme tu disais, par exemple, qu'il y a un petit pépin durant les qualifications le samedi, par exemple un accident,
le véhicule doit être réparé pour la nuit, tout ça. On diminue grandement la rapidité des mécaniciens et puis de l'équipe à rebâtir des véhicules. Fait que c'est d'avoir si la FIA va réadapter, va réajuster le tir par rapport à cette décision-là, ou vraiment, ils vont vraiment être à pied ferme sur cette décision-ci, puis décider, ne pas en décider autrement. On s'entend qu'ils vont avoir des ajustements qui vont être faits par rapport au règlement de la F1, dépendamment de la pandémie, comment elle se transforme, si on peut dire, ou où elle se dirige. Rien n'est coulé dans le béton en faisant pour l'année 2020. Oui, on vise des courses, on vise une diminution de personnel, on vise... on essaye de faire plus avec moins. Puis dans tous les cas de ce que j'ai vécu, quand tu essaies de faire plus avec moins, ça marche jamais. Donc la FIA ne veut pas, je crois fortement qu'ils vont devoir s'adapter à tout ça. Encore là, il nous reste peut-être une semaine et demie avant le Grand Prix d'Autriche. Ouais. Donc, ça va être vraiment au premier Grand Prix qu'on va se rendre compte si les décisions ont du sens ou pas. Oui, puisqu'on parle beaucoup de fiabilité, mais c'est aussi tout le facteur humain, c'est-à-dire des accidents, parce qu'on sait que ça va arriver, ça peut arriver, ça va malheureusement arriver. Je dis malheureusement parce que c'est la dernière des choses qu'on souhaite, un accident, mais ça risque d'arriver. Puis et surtout au Red Bull Ring, qui est un circuit qui a des gros vibreurs, des grosses saucisses. Ça risque d'être très compliqué aussi quand tu veux, par exemple, changer un aileron. Évidemment, toute la question de distanciation sociale est éliminée carrément là. Mm-hmm. Donc ça va être le premier Grand Prix en Autriche. Là, ça va être un gros challenge. Puis je pense aussi, on a vu aussi une partie avec, je pense en IndyCar, parce que au Texas, au début du mois, il y a Takuma Sato qui a eu un accident sur l'ovale du Texas Motor Speedway. Et c'était une journée. Tu avais les essais, les qualifs et la course en même temps, dans la même journée. Puis, Sato a eu le malheur d'avoir eu un gros accident, puis il n'a pas pu prendre part à la course. Donc, parce que les réparations, non seulement ont pris du temps, mais c'est aussi parce qu'il y a probablement eu aussi l'obligation de respecter le protocole sanitaire qui a été émis par la Syrie aussi. Donc ça aussi, ça risque d'être un problème. Là, heureusement, l'avantage avec la Formule 1, c'est que ça reste sur une fin de semaine de 3 ou 4 jours. Donc, ça peut permettre aussi de vraiment finaliser les modifications, les réparations, mais ça va prendre un peu plus de temps qu'à l'habitude. Donc, le premier Grand Prix en Autriche, ça va être un énorme défi. Là. On va voir comment ça va. Mais aussi d'un autre côté, là, pas d'un autre côté, en fait, c'est du même côté. C'est une perte d'argent énorme pour une écurie de ne pas sortir un véhicule, sortir une voiture durant un Grand Prix. C'est plusieurs milliers, voire des centaines de milliers de dollars perdus en course, surtout en commandite. Fait qu'on va voir comment aussi les équipes vont prendre cette décision-là. Ils vont prendre pas cette décision-là, mais vont prendre cette conséquence-là d'avoir moins de staff dans les paddocks. Oui, exact. Et puis, tu vois, dans la situation actuelle, tu as des équipes où la précarité financière est elle est triste. On parle beaucoup de Williams, mais il y a McLaren aussi, là, qui risque d'être insauvable d'ici le 17 juillet. Donc ça a été même annoncé un peu plus tôt ce matin au moment de l'enregistrement, donc à la Saint-Jean, bonne Saint-Jean d'ailleurs. Donc ça aussi, ça va être aussi quelque chose. Puis sans viser une écurie en particulier, on va dire, ils vont devoir dire à leurs pilotes d'éviter les accidents ou les contacts stupides. Et je parle de Haas. I think Ericsson hit us.
Ouais, et là, il y aura plus l'excuse de Marcus Ericsson, malheureusement, pour un certain pilote aussi. Alors, ça aussi, ça va être quelque chose. Euh, Là, je regarde un peu l'attribution des pneus aussi, parce que Pirelli, au cours des 2 dernières semaines, ont annoncé bon l'allocation des pneus en fait. Puis donc pour les 2 premières courses en Autriche sur le Red Bull Ring, ce seront les mêmes types de pneus. Mais pour le programme double à Silverstone, donc le Grand Prix de Grande-Bretagne et le Grand Prix du 70e anniversaire qui aura lieu encore à Silverstone, ce sont 2 types de pneus différents. Donc, donc là, j'ai retrouvé finalement ces 8 trains de pneus tendres, 3 pneus médiums et 2 pneus durs. Donc 2 trains de pneus durs. Donc ça, c'est pour les 8 premières courses, évidemment. Mais est-ce que tu penses, Brian, que le fait d'avoir les mêmes les mêmes composés de pneus en Autriche va pas un peu diluer ou bien garder les mêmes les, le même type de résultat qu'on a d'une fin de semaine à l'autre? C'est sûr que ça va avoir une modification au niveau des résultats, ça c'est sûr. Mm-hmm. Mais en même temps, je pense que l'AFIA et Pirelli ont tout calculé de façon stratégique. Puis je pense pas qu'il va y avoir une grande variation au niveau des résultats, au niveau des vitesses ou des résultats avec les différentes voitures. Donc, je pense que oui, comme on pense que ça va être différent. On a peur de ces résultats-là, mais je pense, moi personnellement, je ne crois pas que ça devrait être problématique. Ouais, moi non plus. Je pense que ça devrait pas poser un problème. Puis c'est pas comme si le résultat allait être le même à chaque semaine. De toute façon, même si on sait que tu vas entendre les mêmes Gettinden Lewis, Valtteri James ou Mercedes, a doublé Mercedes aussi, ou une erreur stratégique de Ferrari. Mais les résultats en général ne sont pas les mêmes. Mais c'est juste, au moins ça va être intéressant de voir que tout le monde va débuter avec le même type de pneus, mais c'est juste de savoir comment les écuries, les pilotes vont utiliser les pneus. Donc ça, je pense, même si c'est imposé, il y aura peut-être juste la même stratégie, si on peut dire. Là, on a vraiment fait dans le gros du détail. J'ai même oublié de mentionner aussi que, pour ce qui est des tests aussi, parce que là, je parle de tests des voitures, je parle de tests contre de COVID-19, parce que ça aussi, c'est très important. Maintenant, avant d'arriver, tout le monde va être testé, et puis dès qu'on va voir les résultats, on va annoncer, bon, si telle personne a été testée positive, elle va être retirée puis mise en quarantaine. Donc ça, c'est sûr. Mais si jamais ça devait toucher les pilotes en tant que tels, ça a été confirmé aussi que la course va avoir lieu quand même, mais c'est juste que les pilotes ne prendront évidemment pas part. Et il y aura évidemment les pilotes de réserve. Un des problèmes aussi, c'est que t'as des écuries qui ont, comme par exemple Haas, qui ont des pilotes qui n'ont pas la super licence de Formule 1. Parce que, évidemment, pour obtenir la super licence, vous devez avoir vous devez avoir 40 points dans la licence, donc c'est-à-dire soit vous avez gagné un championnat dans les catégories juniors ou amassé 40 points dans un total de 3 saisons dans les catégories juniors sanctionnées par la FIA ou ailleurs aussi. Et Haas, entre autres, avec Louis Delétraz et Pietro Fittipaldi, qui ont en quelque sorte testé 1 ou 2 fois des Formule 1, mais ne sont pas éligibles pour ça. Donc, si jamais il devait avoir des cas... ça risque de poser des problèmes. Donc, tu vois, moi, je pense que
Bon, Mercedes, ils ont Esteban Gutiérrez et Stoffel Van Dorn. Ferrari a Antonio Giovinazzi et Pascal Wehrlein aussi. McLaren, ils ont pas de pilote de réserve, mais ils ont obtenu la permission de Mercedes de leur emprunter un des deux pilotes, donc probablement Stoffel Van Dorn, parce qu'il a couru avec l'équipe pendant 2 saisons. Même chose pour Racing Point, donc il pourrait emprunter un des deux pilotes de réserve chez Mercedes. Alfa Romeo, bon, Giovinazzi est encore un membre de l'écurie Ferrari, donc si jamais Vettel ou Leclerc devaient manquer la course, Giovinazzi pourrait, par exemple, être appelé à conduire la Ferrari, et Robert Kubica, lui, pourrait remplacer Giovinazzi chez Alfa Romeo. Renault a Sergei Sirotkin aussi, mais donc tu vois, au moins il y a des solutions de rechange, mais c'est pas tout le monde qui est dans les. C'est quand même des pilotes qui ont déjà été dans des véhicules de F1, qui ont été dans les voitures de F1, dans les voitures de course, donc t'as pas d'adaptation à faire avec ces pilotes-là. Ouais, exact. Donc, c'est ça. Puis eux, ils connaissent la voiture. C'est sûr qu'ils font des tests de simulation aussi. Ils sont dans le développement. Donc, ça pourrait être utile. Mais il y a une différence entre le simulateur puis une Formule 1. Puis ça risque d'être autre chose. Ça peut impacter la fin de semaine de course aussi. Ouais. Et puis évidemment, donc la FIA prend ça très au sérieux, les tests, puis la Formule 1 a décidé évidemment d'imposer des biosphères, donc évidemment toutes les équipes sont dans des bulles, ils n'ont pas le droit d'interagir avec avec des membres d'autres équipes. Évidemment, la réunion des pilotes va se faire sur Zoom, qui a connu écoute, je pense que Zoom a été le grand gagnant de cette pandémie, en fait. Donc, ça aussi, donc les réunions vont être sur Zoom pour évidemment pour éviter toutes sortes de problèmes avec la distanciation sociale, s'ils le permettent aussi. Mais un des gros changements avec cette pandémie, c'est évidemment le calendrier. On en a beaucoup parlé. On sait qu'il y a 8 courses, voire même 10 si on compte le Bahreïn et Abu Dhabi. Mais là, il y a eu un gros mélange. Donc, par exemple, bon, l'Autriche, c'est sa date habituelle, le 5 juillet, mais c'est le fait d'avoir un course à programme double. La Grande-Bretagne aussi, normalement, en début juillet, mi-juillet, c'est supposé être le Grand Prix de Grande-Bretagne, mais là, ça a été déplacé au mois d'août. Parce qu'évidemment, avec les restrictions que le gouvernement britannique a prises, donc des mesures de quarantaine pour toute personne qui voyage à l'extérieur de l'Union européenne. Et encore là, eux, ils ne font plus partie de l'Union européenne, d'ailleurs. Donc, évidemment, ça entre en compte aussi. Bon, la Formule 1 est une des exceptions. Mais, tu vois, le Grand Prix de Hongrie et d'Espagne ont été celles qui ont été plus touchées parce que la Hongrie, normalement, c'est la 3e course de la saison officiellement. Là, c'est la première fois que c'est organisé en juillet. Puis le Grand Prix d'Espagne passe du mois de mai à août. Donc, parce que là, en termes de température, c'est pas la même chose pantoute. C'est pas la même chose. Tu vois, là, on tourne aux alentours d'une moyenne de 18 à 33 degrés Celsius, comparé à 11 à 27 degrés au mois de mai. Donc, si jamais il devait avoir une canicule au mois de août, la température de la piste va être énormément chaude aussi. Donc, ce qui risque de jouer avec ce qui va être très difficile avec les pneus. Mais là, il y a aussi ce challenge de 8 courses. En fait, c'est 8 courses sur une période de 3 mois.
Donc, du 5 juillet au 6 septembre avec des programmes très entre autres. Donc, est-ce que tu penses que pour les pilotes, ça va être un énorme défi? Ça va être épuisant parce qu'on s'entend faire le même circuit 3 fois en plus des qualifications et des essais libres. Ça va être quelque chose. Mais je pense que leur plus grand challenge, c'est l'adaptation avec les températures. Je veux dire, regarde le Grand Prix du Canada. Il y a des rumeurs comme quoi ça serait autour de septembre-octobre. Ouais. Il fait frais septembre-octobre à Montréal. Ouais, mais tu vois, encore là, bon, on parle de rumeurs. Évidemment, on veut pas dire que c'est officiel parce que, bon, le magazine Pole Position dit que ça va être officiel, mais ce sont des rumeurs. Selon leurs sources, que ça va être pendant la fin de semaine de l'Action de grâce. Mais, tu vois, c'est pas la première... Bon, admettons qu'il y a un Grand Prix du Canada les 9, 10 et 11 octobre. Admettons. Mm-hmm. Tu sais, ça tombe pendant l'Action de grâce, mais en général, ce sont des températures relativement bonnes pour organiser un Grand Prix. C'est pas comme ça l'était en 1978 où c'était un gros froid. C'est sûr que les températures peuvent varier, mais généralement, ça tourne autour de 10, 15, puis 20 degrés si on tombe sur une période d'été indien. Donc, tu vois, c'est encore plausible pour accueillir un Grand Prix de Formule 1. Mais tu vois, je pense par exemple au Grand Prix d'Espagne où eux, ils testent. Puis, c'est sûr que ça aussi, ça va, comme j'ai dit, avec la température de la piste, il va avoir un énorme impact parce que quand la température de la piste est assez élevée, ben, les pneus vont souffrir. Donc, ça aussi, et en plus, avec le fait que quand on regarde le calendrier, tu vois, les températures peuvent changer, mais aussi le fait que ça va être physiquement quelque chose. Là, tu fais presque 100, 200 tours sur 3 jours. Mm-hmm. Donc, tu vois, par exemple, bon, il y a le Grand Prix d'Autriche, programme double, 5 et 12 juillet. Puis le 19, c'est le Grand Prix de Hongrie, qui est un circuit déjà très demandant. Ensuite, les 2 et 9 juillet, 9 août, pardon, ce sont les 2 courses en Grande-Bretagne. Ensuite, on s'en va en Espagne, que les pilotes connaissent très bien. Puis ensuite, il y a une semaine de congé. Ensuite, on s'en va 30 août en Belgique et le 6 septembre en Italie. Et ajoute à ça avec les rumeurs, si c'est confirmé, qu'il y aura une course à Mugello et qui est un circuit qui est énormément demandant à cause des élévations et des virages qui sont assez... des gros virages en plus. Ça va être énormément difficile pour les coups. Les coups, ben oui. Surtout difficile de nouveau physiquement avec les pilotes, puis épuisant mentalement aussi à force de faire... si par exemple il y a un programme d'août pour ce circuit-là, ça va être assez exigeant, j'en conviens. Ouais, et en plus, tu vois, même à ça, le mois d'août, en temps normal, ben, c'était la grande période des vacances, mais évidemment, pour permettre d'avoir une saison, si tout va bien, de 15 à 18 courses, ça a été un sacrifice. Donc, ils ont déplacé les vacances, ben, le shutdown des usines au mois de mars-avril. Évidemment, pour permettre, évidemment, de se donner un peu plus de temps. Alors, là, c'est sûr que ça va... Déjà, le fait de revenir sur une période habituelle où, justement, tu vois, entre décembre puis juillet, il n'y a pas eu de fin de semaine de course officielle. À part les essais, c'était autre chose. Puis ça, encore là, on ne pourrait pas compter ça parce que ce sont des essais en principe, là. Donc, tu vois, c'est ça aussi qui va jouer. Puis le calendrier 2020 va être énormément intéressant. Si on a 15 à 18 courses, ça pourrait être le plus court en 37 ans. Parce que, évidemment, on
on devait partir sur une base de 22 Grands Prix, ce qui est supposé être un record. Mais là, on s'en va minimum vers 15, qui serait le plus court en 37 ans. Si on peut maintenant regarder à l'extérieur de cette pandémie, parce qu'évidemment, il n'y a pas eu de course, mais il y a eu du changement de personnel. Puis ça, on n'en a pas parlé dans le podcast, évidemment. Il y a eu des changements importants pour la grille en 2021. Évidemment, le changement le plus important, c'est le départ de Sébastien Vettel de Ferrari, donc il ne reviendra pas en 2021. Mais ils ont trouvé un remplaçant, puis c'est Carlos Sainz qui va répéter le même parcours que Fernando Alonso au cours de sa carrière, c'est-à-dire commencer avec Minardi, qui aujourd'hui est Toro Rosso, ensuite aller chez Renault, et ensuite aller chez McLaren, et là il tombe chez Ferrari, en espérant cette fois-ci qu'il va avoir un championnat et encore mieux aussi des victoires. Donc, et la personne qui va remplacer Carlos Sainz, ce sera Daniel Ricciardo, donc un duo Ricciardo-Norris qui sera aussi intéressant avec une écurie qui est en progression malgré la situation financière qui les touche actuellement. Et évidemment, là, il y a des questions qui se posent. La première, où va atterrir Vettel pour 2021? Est-ce que ce sera avec Renault? Est-ce que ce sera avec Aston Martin? Ou bien est-ce que ce sera la retraite? Je veux juste en revenir à McLaren, là, juste pour un petit rire. Là. Ça va être le Meme Team, comme on avait déjà parlé. Ça va être hilarant comme duo. Pour ce qui est de Sébastien Vettel, il a été conseillé par plusieurs de ses proches de prendre une année de retraite, justement pour essayer de se ressaisir. Dans les dernières années, il s'est tellement donné à fond, il s'est tellement brûlé. Je pense que ça donnerait pas ça ne ferait pas de mal de prendre un petit peu de repos puis un petit peu de recul avant puis revenir s'il est capable l'année d'après puis revenir en force bien reposé puis bien en forme. Ouais, moi je sais pas si une année sabbatique ce serait bénéfique pour Vettel parce que là je pense même la fin de semaine du Grand Prix d'Autriche, il va célébrer son 33e anniversaire de naissance. Donc, moi, je sais pas si... Est-ce qu'une écurie va tenter d'aller sur le court terme pour chercher un pilote comme Vettel ou de penser à long terme? Parce que je sais que je parle d'Aston Martin. Ils ont... comment je dirais ça? Ils ont... trouver un... Là, ils ont, en disant confirmé que Sergio Perez et Lance Stroll vont être de retour pour 2021, mais est-ce que Vettel comme pilote chez Aston Martin, ce serait une bonne chose? Vettel chez Aston Martin? Ouais. Ça serait bon pour le développement, surtout que ce serait une écurie qui serait quand même restée nouvelle. Je pense que côté développement, ça serait pas une mauvaise décision de la part d'Aston Martin. Moi, c'est ça, c'est surtout si tu veux essayer de faire en sorte que l'écurie puisse se développer pour être une équipe de top 3 ou pour essayer de se battre pour des podiums de manière régulière. Peut-être qu'un pilote comme Vettel serait bien, mais qui tu sacrifies? C'est clair que tu peux pas sacrifier Sergio Perez parce que c'est un pilote qui est extrêmement bon pour le développement et pour justement amener du feedback. Puis encore moins, tu peux pas sacrifier Lance Stroll qui est encore très jeune. Je sais que il y a le père derrière, mais tout ça, l'aspect financier, etc. Mais tu peux pas sacrifier un jeune pilote qui est en progression. Ça, il faut se le dire. Stroll est en progression. Donc tu peux pas sacrifier cela pour dire à court terme, tu veux amener ton équipe dans le top 3 pour essayer de vraiment chambouler l'ordre
Quoique c'est vrai qu'un pilote comme Vettel, soyons honnêtes, serait une excellente acquisition. Oui, définitivement, définitivement. Et aussi pour Renault, ça aussi c'est compliqué parce qu'on sait qu'il y a Esteban Ocon qui va revenir. Puis, qui serait là? Est-ce que ce serait justement une bonne occasion pour Vettel d'y aller? Ou bien tu crois qu'un certain Fernando Alonso reviendrait en Formule 1? Brian? Oh, je pense qu'on a... Oh, excuse-moi. Ok, je pensais qu'on avait perdu la connexion. Je pense que ça a coupé, oui. Fernando. Je pense que ça serait une bonne acquisition de n'importe quelle écurie d'avoir un pilote comme lui, mais encore là, il faut se rappeler que ce pilote-là a beaucoup d'années d'expérience et vraiment un respect de mentor chez certains pilotes. Alors, je pense que oui, admettons, on parle pour parler, voir Fernando chez Aston Martin avec Vettel, c'est du bon développement, mais tu mets deux pilotes qui sont expérimentés, un peu moins téméraires, mais encore là, bon pour le développement. Je pense que ce serait un bon début pour une écurie nouvelle en Formule 1. Donc, ça serait une bonne affaire. Ouais, mais moi, je vois quand même... moi, je pense que Alonso va avoir, en 2021, l'an prochain, il va avoir 40 ans. C'est ça, il va avoir 40 ans. Est-ce que tu veux vraiment mettre un... Et je dis ça rien... C'est rien contre Fernando Alonso, parce que je pense qu'on l'adore tous comme pilote. Mais il a tellement brûlé de ponts, entre autres avec Ferrari, et avec McLaren, entre autres, que là, la réputation, tout le monde sait comment est Alonso. Lui, c'est sûr qu'il veut se retrouver avec une équipe qui va aspirer pour le championnat. Ça, c'est clair. Mais en même temps, est-ce que Renault va avoir le courage de lui dire, écoute, Fernando, on peut pas te donner une voiture qui va être capable, c'est sûr et certain qu'on pourra pas te donner une voiture qui va être capable de se battre pour le championnat pour 2021. Mais si tu peux nous aider dans le court terme, à court ou légèrement à moyen terme, pour nous aider à revenir en avant-plan, comme c'était lorsque Alonso gagnait des courses avec Renault et des championnats, ce serait bien. Comme ça va préparer des pilotes comme Christian Lundgaard et Guan Yu Zhou, qui sont les deux pilotes qui ont le potentiel pour devenir des pilotes de Formule 1 dans le futur, à arriver avec une bonne voiture et être en mesure de bien se développer. Moi, c'est ça la question que je me pose. Est-ce que Renault est prêt à faire ce sacrifice? Renault sont très conservateurs depuis les dernières années. Là, fait que, peut-être. Peut-être, oui, peut-être. Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être, oui. Je pense que si Renault est capable de jouer encore avec un petit peu de témérité, je pense que oui, il serait capable. Ouais, moi je pense aussi, mais il faut qu'il mette les points sur les i et les barres sur les t. Et finalement, pour finir avec tout cela, George Russell, parce que ses bons amis, Lando Norris est chez McLaren, Alex Albon est chez avec Red Bull, Charles Leclerc chez Ferrari, et Russell est au fond avec Williams. Ce qui le sauve peut-être, c'est un volant avec Mercedes. C'est qu'il est affilié avec Mercedes. Est-ce que tu crois que 2020 sera sa dernière année avec Williams avant qu'il tente probablement de remplacer Valtteri Bottas si jamais l'équipe allemande devait ne pas renouveler le contrat du Finlandais? OK. L'affaire avec Mercedes et Williams, Mercedes cherche des pilotes qui sont performants et qui font leurs preuves. Si on regarde Valtteri Bottas, il a fait ses preuves. Il fait encore ses preuves auprès de Mercedes. Puis là, ça va être une bataille entre les deux. Russell va devoir donner ses preuves chez Williams face à Mercedes.
Mais votant de l'autre côté, il va falloir qu'il prouve à Mercedes qu'il est encore digne de son volant. Alors, tout va dépendre de cette saison-ci, comment ça va se dérouler pour les deux. Oui, Russell n'est pas la meilleure voiture, pas la meilleure écurie non plus, mais il est capable de prendre il est capable de prendre des bonnes décisions comme pilote, il est capable de prouver qu'il est un bon pilote. Ouais. Donc, c'est à voir. C'est à voir. Moi aussi, je pense que de ce qu'il nous a montré l'année dernière et un peu dans Drive to Survive aussi, il a le potentiel pour justement devenir un pilote Mercedes, mais aussi de prouver qu'il a sa place devant aussi. Puis même lui, il a dit que tout le temps passé à jouer à F1 2020, à gagner des courses d'ailleurs dans le championnat virtuel, l'a aidé à être plus rapide dans les simulateurs, donc à donner un peu plus de feedback aussi. Donc ça aussi, ça peut aider aussi, tout comme Nicolas Latifi d'ailleurs. Puis moi, je pense que si la saison 2020 va comme elle va pour Williams, une meilleure voiture que ce qu'elle avait l'année dernière, moi je pense que Russell pourra briller et enfin on pourra voir l'étendue de son talent, nonobstant de comment la voiture va se débrouiller en fait. Mm-hmm. Donc voilà, donc là on a parlé des pilotes, puis au final, juste avant de conclure cet épisode du bulletin F1 en fait, donc pour ce qui est des règles évidemment, donc on a parlé de tout ce qui est à huis clos, donc la Formule 1, la FIA a fait en sorte qu'il existe deux clauses, une ça s'appelle événement fermé et une événement ouvert, donc évidemment événement fermé c'est les fans, donc pas de fans, course à huis clos, des biosphères et évidemment les open events comme ils l'appellent dans le document officiel, c'est plus probablement des restrictions. Il va y avoir des restrictions sanitaires, des mesures de distanciation sociale évidemment. Donc peut-être limiter l'accès dans les gradins et dans le paddock aussi. Aussi, bon, pour 2021, donc les fameuses règles de 2021 ont été repoussées à 2022, puis il va y avoir il va avoir quelques peaufinements aussi, mais attendez-vous à voir le même type de voiture qu'on voit en 2020 pour 2021, avec quelques changements aussi de type aérodynamique aussi. Donc ça va être plus un redéveloppement de certaines pièces, peu importe où elles se trouvent. Et en termes de pénalité, de points de pénalité évidemment, donc tous ces points de démérite évidemment, plusieurs pilotes en ont perdu aussi évidemment avec le fait que bon il n'y a pas eu de course, donc ça les a aidés à perdre des points de démérite. Et celui qui en a perdu le plus, c'est Daniel Ricciardo, qui lui en a perdu, si je me trompe pas. Donc Daniel Ricciardo, il en avait 7 et là il va en avoir 2 seulement. Alors c'est ce qui complète l'épisode du bulletin F1. Donc, la semaine prochaine, on va avoir un épisode spécial sur le début de la saison 2020. Donc, on va faire le tour des 10 écuries, puis voir aussi comment ça va se dérouler. Évidemment, vous pouvez nous suivre sur notre site bulletinf1.com et sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ainsi que sur nos plateformes de podcast pour écouter les autres épisodes. Et je pense qu'on sera là, toute l'équipe, avec Anna Maria Mercado-Lopez et Marc-André Fortin, en plus de Brian Wilnet. D'ailleurs, Brian, un gros merci d'avoir été là. Alors, je m'appelle Abdoussal. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Bulletin F1. On continue, et en plus, ce sera l'épisode 44 en plus. Alors, on continue toujours de rouler avec le Bulletin F1. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une bonne Saint-Jean.